Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Alors, avant déjà d'oublier, je vous signale tout de même que dans ce bel Institut de France, le 26, il y a le samedi 26, hein, c'est ça 24, oui. Et le samedi 24, il y a la nuit de la lecture. Vous pourrez venir avec votre matelas et écouter plein de belles choses pendant presque toute la nuit. Et puis le lundi 26, ce sera la conférence suivante, Jean Gomy, qui est d'ailleurs notre président cette année, qui vous parlera de la photographie, mais une chose assez large. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial. D'abord, pour commencer, que ceux qui ne sont pas architectes lèvent le doigt. Oui, il n'y en a pas tellement. Il y a donc vraiment beaucoup d'architectes, bien ce que je pensais dans la salle. Ce n'est pas étonnant, d'abord, étant donné la qualité du conférencier, et deuxièmement aussi, étant donné son humanisme et sa capacité à ce qu'on l'aime. C'est comme ça. C'est quand même, de tous les architectes, de loin le plus malin, pardon pour les autres confrères qui sont là, mais il n'y en a pas un seul qui a réussi ce coup-là, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter sa candidature pour être élu à l'Académie des Beaux-Arts, il a construit un auditorium dans l'Institut. Et après, au moment où on réfléchissait, on a simplement à dire, écoutez, plutôt que de regarder, descendez donc et venez voir. Et c'est ce qu'on a fait ici. C'est d'ailleurs un auditorium que j'ai eu musicalement le plaisir d'inaugurer, parce qu'en plus, ça sonne très bien, figurez-vous. Et donc, comprenez une chose, c'est que c'est la première fois qu'on vous fait ce coup-là, c'est-à-dire le conférencier, il est chez lui, c'est lui qui a imaginé tout ça. Il ne peut pas se permettre à un seul moment de dire « c'est pas terrible ici », parce que c'est lui qui l'a fait. Donc, voilà. Alors, il fait aussi partie de tous ces grognons d'académiciennes et académiciens qui sont venus me voir en disant « c'était une bonne idée ton truc de faire l'histoire d'un siège, mais qu'est-ce que j'ai eu comme boulot, la vache !» Et puis ils découvrent en plus énormément d'architectes ou de membres pour d'autres sections. Eh bien, en fait, ils ne s'étaient pas beaucoup préoccupés de l'existence lorsqu'ils ont été élus. Et je dois avouer que s'il y a de cela 2-3 ans, j'avais posé la question à tous les académiciens, un quiz, faites-moi la liste de vos prédécesseurs. Il y aurait, sur des sièges de 12 noms, il y aurait rarement eu plus de 3 ou 4 noms. Donc au moins 5, c'est une très bonne chose. Donc vous allez le voir, il est fatigué, il m'appelait alors ça avec son accent en disant « Oh putain, qu'est-ce que j'ai travaillé, la vache! Mais dis donc, mais ça fait une semaine, je ne fous plus les pieds dans moi. » Alors il paraît que, d'ailleurs, il y a son équipe il y en a qui se plaignent parce qu'ils ne le voient plus, parce qu'il n'a fait que ça. Alors, depuis que tu m'as dit ça, tu as intérêt à être très, très bon. Je vous laisse la place avec Marc Barani. Merci. Merci. Merci Laurent, tu es toujours bon, aussi bon en présentation. Oui, c'est vrai que j'étais absent à l'agence pendant pas mal de temps, mais l'équipe qui est là, je la remercie, elle a continué sans moi. Donc, ça veut dire que ce que je pensais comme étant une présence indispensable, c'est plus ou moins vrai. Bien. Oui, tu as commencé par l'auditorium, je vais finir par l'auditorium. Mais avant, conférence pour un fauteuil. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la facétie de Cocteau qui disait « un académicien, c'est un homme qui, une fois mort, se change en fauteuil ». C'est le premier point. Le deuxième point, sujet de plaisanterie, c'est l'immortalité. Comme académicien, on est immortel. Et à travers la conférence pour un fauteuil et toutes les conférences que tu as initiées, il y a cette idée d'immortalité qui est la réelle. La vraie, c'est l'immortalité par le souvenir et la mémoire. C'est ce qu'on va faire pour le fauteuil numéro 5, c'est ce qui a été fait pour d'autres fauteuils en musique, en peinture. Et dans immortalité, puisque ça dure, il y a actualité. Et donc je vais essayer de voir quelles actualités tous mes prédécesseurs, illustres prédécesseurs, parce que c'était assez intimidant de parler d'eux, qu'est-ce qui peut être d'actualité? Alors il y a un premier point. Aujourd'hui, l'architecture ou la discipline essaye de s'ouvrir à d'autres disciplines. C'est un des thèmes courants. Donc, De Waally, le premier que je vais vous présenter, il était à 2 sièges, architecture et peinture. Donc il abolissait la différence entre architecture et peinture. Il y a toujours eu une collaboration très très étroite avec les artistes. Les premiers académiciens ont fait beaucoup de scénographie, c'est-à-dire qu'ils étaient peintres, scénographes, et on doit
Bon, et on peut remarquer qu'aujourd'hui, dans la jeune tendance, et notamment les albums de la jeune architecture qu'on a reçus le 10 décembre d'ailleurs ici, il y a beaucoup d'architectes qui déploient la scénographie comme un moyen d'expérimenter l'architecture. D'ailleurs, l'expo qui doit être toujours là, je pense, du prix Abella Émulation avec les 4 lauréats, puisque la section archi décide plutôt que de donner des prix, de se transformer progressivement en aide à la création. Donc on reçoit 4 lauréats qui sont en résidence au domaine de Frappotel, dans la fondation de Dominique Perrault et Gaël Prévost. Et donc il y a une exposition qui est là, vous verrez leur appétence pour la mise en scène et donc cette transversalité des arts. Sur la fin, Jean Balladur et les 2 derniers fauteuils et Claude Parent, eux, c'est plutôt avec la philosophie. Balladur il avait une double formation, philosophe et architecte. Et Claude Parent a travaillé beaucoup avec Virilio, qui est un philosophe aussi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et donc, c'est un focus ou un regard que je vous propose de porter sur le travail que j'avais présenté tout à l'heure des architectes. Le deuxième, c'est la transformation des bâtiments. Aujourd'hui, on est dans cette pleine question. Et ils avaient une idée du patrimoine tout à fait différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils préservaient moins et considéraient l'architecture comme un dispositif mouvant sur lequel on pouvait intervenir et qui était toujours en mouvement. J'étais commissaire d'une expo, Agora, d'une biennale d'architecture sur le patrimoine, et on avait énoncé, à la fin de notre réflexion, l'idée que le patrimoine, c'était ce qui était disponible. Et pour toute une génération, là surtout au 19e, c'est le cas. Troisième point, c'est la mixité structurelle. Aujourd'hui, on construit, non plus tout en béton, mais grâce aux évolutions de l'environnement, on construit en bois, en béton bas carbone, en métal. Bref, il y a une question qui se pose sur la construction des bâtiments, et eux, notamment avec l'apparition du fer, l'avaient déjà comme point de mire, ou en tous les cas comme développement du projet. Alors, je vais dans cette introduction vous donner une clé de lecture, en tous les cas celle que j'ai découverte, parce que le 19e est une période qui est très peu enseignée dans les écoles d'architecture, en tous les cas à l'époque où j'ai fait mes études. Et c'est... D'abord, 15 architectes qui étaient des noms et qui sont devenus des visages et pour lesquels j'ai pu les connaître un peu mieux à travers leur architecture. Donc, le beau et le goût. Vous m'en direz tant. Je dois avouer que, parce que c'est un thème qui revient souvent, fin 18e, 19e, je dois avouer que ça représente pour moi la grandiloquence, une attitude un peu ampoulée, voire prétentieuse. Et pourtant, ça cache d'autres concepts qui sont très importants pour comprendre le travail de ces architectes, comme je vous le dis, surtout fin 18e et 19e. Le beau. Alors déjà, le beau, une petite parenthèse. Le beau, aujourd'hui, il réapparaît. On parle d'actualité, c'en est une, dans le discours des architectes. Évidemment, il apparaît de façon assez floue. C'est un mot très compliqué à manier, donc souvent c'est un vecteur pour leur travail, donc c'est pas très grave. Mais quand il est instrumenté par le politique, ça devient plus compliqué. C'est-à-dire que, je donne un exemple, on parle de la France moche. La France moche, ok. C'est-à-dire les entrées de ville, etc. Compliqué quand même de parler de la France moche quand c'est le quotidien, qu'il y a des gens qui y vivent, qui ont leurs affections, c'est leur environnement. En gros, on leur dit, vous vivez dans la laideur, avec toutes les conséquences que ça a. Donc l'approche sociale me paraît plus pertinente. Le beau, en revanche, pour nos académiciens, c'est quelque chose de tout à fait différent. Parce que le beau, il est lié à la composition, Aymeric Zublena en a déjà parlé, à la composition et à la proportion. Mais la composition et la proportion, c'est quelque chose de très particulier. Ça renvoie aux tracés harmoniques, qui sont appelés plus tard tracés régulateurs, c'est-à-dire, vous les connaissez, le nombre d'or, racine de 5, etc. Et pourquoi cacher ? Parce que,
je ne sais pas pourquoi, ou paradoxalement, c'est une tradition orale. On n'a pas de documents qui retracent, sauf des interprétations, les compositions qui sont pourtant réglées au millimètre, hein, de toutes ces architectures de l'époque. Pour preuve, j'ai demandé à l'IA qu'elle me compose un tracé régulateur sur des bancs connus ou qu'elle me donne des exemples de tracés régulateurs. Elle a planté complètement. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle me dit parce que je n'ai pas d'informations. Donc c'est une tradition orale. Et pourquoi elle est orale? Parce que c'est un outil très important et que, de conception, et que du coup, il partait du principe qu'il fallait une formation très élaborée pour pouvoir s'en servir sans faire de contresens. Alors, quelques exemples. Voilà, vous voyez le carré qui est la base. C'est anthropomorphique, hein, un homme tient dans un carré, bras tendus, les racines de 2, les racines de 5, les racines de 5 sur 2, et toutes les compositions harmoniques possibles. Alors elle renvoie à cette époque à une mise en relation rationnelle, hein, entre ce qu'on comprend de l'ordre du monde et comment on peut le retranscrire en géométrie. C'est aussi tout ce travail avec les mathématiques. Géométrie et mathématiques sont liés à propos des nombres irrationnels. Une restitution par Georges Jouven de la façade du Parthénon, qui est en racine de 5 et double carré. Bon, je vous passe vous voyez, c'est restitution sommaire, hein, c'est juste les points généraux. Donc vous voyez que c'est assez complexe, le Panthéon, avec le tracé de Blondel et l'interprétation faite sur la partie supérieure. Alors, ce qui est plus étonnant, c'est que Le Corbusier, gros malin qu'il est, a fixé tous ces tracés régulateurs pour un homme de 1,83 m, d'abord en 1975, après 1,83 m de haut, et qu'il appelait le modulor. Il faut dire qu'au début du XXe, tous les grands maîtres, Miss, Wright, Kahn, utilisaient les tracés régulateurs. Mais comme ils avaient fait table rase du passé, ils ne le montraient pas. Donc, en gros, si on fait l'histoire des tracés régulateurs, ils existent dès l'origine de l'architecture. Hein. Dès que l'architecture existait, il y avait des tracés régulateurs. Donc ils étaient à l'origine, et dans les anciens temps, des critères plutôt magico-religieux. Les prêtres qui dessinaient des temples en Inde pensaient mettre en harmonie avec les dieux l'architecture. Ils sont devenus un outil rationnel de conception, mais en rapport avec l'ordre du monde au XIXe, dans la période qui nous intéresse, et puis un outil rationnel de conception utilisé par Corbu pour avoir une assistance pour faire des belles proportions. Alors, oui, exactement. Exactement. Mais oui, donc, pour conclure avec ces tracés régulateurs, je suis passé un peu vite à Devailly, il y a donc le beau et le goût. Le goût, c'est le style. Et donc, il change beaucoup de style dans cette période, puisque c'est tout l'époque des néos, hein, néoclassicisme, néo-gothique, néo-renaissance. Et le style, c'est une sorte d'adaptation au goût, comme le nom le dit, c'est-à-dire qu'ils sont très proches du pouvoir, tous ces architectes, et donc ils sont sous influence aussi des puissants. Le goût, c'est très étonnant, parce que dans le goût, il y a... quelle est leur méthode pour le goût, donc, pour le style, c'est qu'ils prennent un morceau par exemple, le fronton d'un temple, une colonne, notre partie dans le gothique, il l'extrait de l'architecture d'origine, il la remixe dans un projet plus général qui est le leur, qui est fait de citations. Et donc c'est ce que, et je parle à un musicien, Pierre Schaeffer a inventé dans la musique concrète avec le sampling. C'était tout à fait l'idée de départ. Sampling qui s'est développé avec le hip-hop et puis le rock expérimental. Alors, ça paraît un peu osé de faire un rapport entre le rock expérimental et de Wally, mais pourtant, sur la méthode, c'est la même chose. Donc, on peut imaginer aussi que, finalement, ces tracés régulateurs, qui sont une tradition orale, ils sont, comment dire, la propriété de la discipline, pas seulement des architectes, hein, parce que du prêtre qui construisait un temple jusqu'au maître maçon à l'architecte,
il les utilisait, mais c'est le savoir-faire de la discipline, donc il n'était pas accessible aux politiques ou aux commanditaires. Ah, il faut que... Vous m'entendez mieux? Ok. Oui, oui, excusez-moi. C'est dommage que vous n'ayez pas entendu, mais surtout que c'était beaucoup par la parole. Donc, voilà, donc je disais simplement pour conclure avec les tracés régulateurs et le goût, que les tracés régulateurs sont, je veux dire, c'est la science de la discipline, de l'architecture, et qui ne sont pas accessibles à d'autres. Et donc, c'est le cœur du travail, alors que le style et le goût, donc, lui, peut s'adapter aux influences subies. Alors, Charles de Wally, Charles de Wally, c'est une des figures majeures du néoclassicisme français de la seconde moitié du XVIIIe. En 1752, il est Grand Prix de l'Académie royale d'architecture. Il enchaîne avec un séjour de 3 ans à Rome pour l'étude des bâtiments de la Rome antique et de la Rome moderne. En 1767, il est élu à l'Académie royale et en 1771 à l'Académie de peinture et de sculpture. Je vous le disais, c'est un fait rare qui abolit la distinction entre artistes et architectes. Il enjambe par la suite la Révolution française pour être élu à la nouvelle Académie, celle de l'Institut, au fauteuil numéro 5, l'Académie royale ayant été dissoute. Son travail se déploiera jusqu'à des projets d'urbanisme avec un vaste plan d'embellissement de Paris. Il est tout à la fois architecte, artiste, scénographe et urbaniste. Alors ça, c'est son projet qu'il a fait avec Père pour le théâtre de l'Odéon. Et on voit que pour mettre en scène le théâtre, ils ont refait le quartier avec des rues convergentes sur une place semi-circulaire. Le premier projet, l'image est un peu floue, mais le premier projet de Wally, ça me fait penser à Livio Vacchini qui disait « il faut vivre longtemps avec un mauvais projet pour trouver le bon ». Et le bon, c'est celui-là, qui est beaucoup plus épuré, néoclassicisme radical, épuré. Donc la façade du théâtre de l'Odéon à l'heure actuelle, le plan, rigoureux, très beau, il est calé sur un nombre d'or et la salle à l'italienne sur un racine de 2. Et puis cette séquence, parce que la rigueur constructive et de composition n'empêche pas l'ampleur, péristyle, vestibule et salle à l'italienne richement décorées avec un déploiement des espaces. La façade arrière, massive, percée régulièrement, c'est ce qui est le plus dur, de faire des trous tout en conservant la masse. Il a fait aussi la chaire de Saint-Sulpice suspendue comme un mini ouvrage d'art, stéréotomie, très difficile à faire. Et puis, je vous parlais de ces projets d'urbanisme, le plan des artistes, où il propose, après la Révolution, de traverser ce qui était le Palais Royal et d'en faire une séquence d'espace public. Notamment la cour carrée, qu'il propose comme une place publique en plein cœur de Paris sur ce parcours avec un péristyle circulaire et une statue au milieu. Il y a une actualité à la cour de carré du Louvre aujourd'hui. Alors ça, c'est un projet extraordinaire. Soufflot a fini le Panthéon. Le Panthéon est construit depuis quelque temps. Et De Wally met une pyramide, surcoiffe le Panthéon d'une pyramide, avec la statue tout en haut de l'immortalité. Et pourquoi cette pyramide ? Parce que sur les arêtes, on peut cheminer, et donc le Panthéon est ouvert au public et en continuité avec l'espace public. Incroyable projet. Soufflot a fini le sien. Hein, voilà. Et puis, il est scénographe, ça doit dire quelque chose. Laurent, c'est les décors de Armide de Lully. Et là, on voit, autant il était épuré à l'extérieur, on voit toute sa verve et sa capacité à faire des dessins et des ambiances magnifiques.
Alors, avec De Waally, on commence par un architecte qui est talentueux, qui est utopiste et qui est iconoclaste. Ça démarre pas mal. Jean-François Chalgrin. Donc, le travail de Chalgrin intègre les mutations politiques de l'époque. Il met en place la transition entre le goût pour le néoclassicisme du règne de Louis XVI et la monumentalité impériale. En 1758, il est Grand Prix d'architecture et séjourne 4 ans à Rome, c'est le séjour obligé à l'époque, à l'Académie de France. 1770, réception à l'Académie royale d'architecture. 1789, il est élu à l'Institut de France en section architecture. Il est architecte des fêtes publiques sous le consulat, explorant ainsi la liberté aux fêtes par les projets d'installation éphémères. Donc ça, c'est le plan de Saint-Philippe-du-Roule. Alors vous voyez que la position, c'est un plan basilical qui sera suivi par beaucoup d'architectes suite à sa proposition. Vous voyez la position un peu particulière de l'église qui est le long d'une rue. Et on verra que ça aura une influence sur sa façade. Elle n'est pas sur une place ou en face d'un axe d'une rue. Les façades hiératiques, dépouillées, une notion de sacré puissante. Et puis la façade, on voyait que les corniches et l'entablement sont surdimensionnés pour exister en vue longitudinale. C'est un bâtiment qui tend le cou. Collège de France. Voilà, le néoclassicisme pur, serein, calé. On pressent toutes les compositions des tracés régulateurs. Mais cette sérénité affichée par la façade, en fait, elle repose sur une violence, dans la mesure où tous les bâtiments existants ont été quasiment tous rasés pour faire place au nouveau projet. Un projet en U, avec une porte qui est ouverte sur un axe qui va jusqu'à la Seine. Et là, il y a eu une chose tout à fait intéressante. Vous voyez en noir le projet de Chalgrin. Et sur les côtés, l'extension de Le Trouilly, oui c'est ça, c'est son nom, qui a continué le projet dans le même esprit que son maître. Donc dans l'axe vers la Seine, le portail maçonné, la profondeur. Sur les côtés, on voit que ce portail sert ou contribue à tenir l'espace et à donner la sensation monolithique du projet. Et à droite, le nouveau projet complété, où il est difficile de distinguer quels sont les architectes qui sont intervenus. Donc, continuité. L'Arc de Triomphe. Comment tenir le vide avec un bâtiment? C'est un bâtiment d'une puissance incroyable, austère, composé lui aussi. Chalgrin avait au départ imaginé des colonnes et puis il les a épurées pour exprimer avec une radicalité absolue la puissance de l'Empire. La façade avec des bas-reliefs. Mais c'est un bâtiment, c'est-à-dire qu'il est creusé là aussi en stéréotomie. C'est une prouesse technique incroyable parce qu'il est creux. Voilà une vue du dessous qui donne une idée de toute la complexité de la construction. Et ça, c'est un décor pour une architecture éphémère, c'est plus qu'un décor, pour le mariage du dauphin et de Marie-Antoinette. Donc ils étaient capables de faire des architectures de cette taille en bois et en tissu, de façon éphémère. Voilà. Aujourd'hui aussi, on essaie de faire, il y a un courant d'architecture éphémère, mais vraisemblablement pas à cette taille. Alors Percier. Percier est architecte et décorateur néoclassique. Associé à Pierre Fontaine, ils ont fait toute leur carrière avec Pierre Fontaine, il conçoit avec lui le style Empire, version du néoclassicisme riche et archéologiquement documenté. En 1786, il est premier Grand Prix de Rome, précédemment appelé Grand Prix d'architecture. Il séjourne 5 ans à l'Académie de France à Rome. Il ne s'intéresse plus aux ruines antiques, mais focalise son attention sur les palais et les maisons de la Renaissance et de l'âge baroque. À son retour,
il dirige les décors, là aussi toujours ce rapport proche du théâtre de l'Opéra. En 1811, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts, donc c'est le style empire. Dans l'axe de l'Arc de Triomphe, il fait l'Arc de Triomphe du Carrousel, c'est un espace plus petit, contenu dans les Tuileries, donc qui s'attendrit. C'est beaucoup plus décoratif, il y a des colonnes, des bas-reliefs, d'ailleurs, dont celui de Meunier. On voit tout le travail de liaison ou de travail commun, architecte, sculpteur et peintre, ça durera jusqu'à la bonne moitié du 19e. Ils font souvent des tandems, d'ailleurs. Le style empire, on a fait parler de sampling, c'est du sampling de styles architecturaux. L'intérieur. Et puis, ils ont aussi dessiné la rue de Rivoli, la façade de la rue de Rivoli qui a été lotie après. Et là, on voit un mythe l'actualité, qui est reparti au début du XXe, notamment avec Corbus, c'est-à-dire que l'architecte sait tout faire. Il sait dessiner la ville jusqu'à un siège, voire la petite cuillère. C'est ce mythe-là qui était à l'époque, je ne le savais pas, mais ils avaient déjà cette impression d'omni-savoir. Jean Huvet. Alors, Jean Huvet, il incarne la transition entre le néoclassicisme impérial et l'éclectisme du XIXe. Donc, il est vraiment dans la période éclectique. Il a été élève de Charles Percier. Il remporte le Grand Prix de Rome en 1807 et succède à son maître en 1830 au fauteuil numéro 5 de l'Académie des Beaux-Arts. Sa carrière est marquée par sa loyauté envers les projets de ses prédécesseurs et sa capacité à naviguer dans les eaux troubles politiques de la restauration et de la monarchie de Juillet pour mener à bien les commandes de l'État. Alors, UV, c'est la Madeleine. Vous connaissez tous la Madeleine, donc un site privilégié et une affaire d'une complexité incroyable. Ça a duré 80 ans. Donc il y a eu 3 ou 4 projets d'église qui ont été faits dessus. J'ai besoin de mes notes, même tellement c'est complexe, je vais vous le simplifier. Et après, Napoléon veut construire un temple à la gloire des armées françaises. C'est le projet de Pierre-Alexandre Vignon, c'est-à-dire un temple, donc la Madeleine. Mais finalement, Napoléon y renonce et ça redevient une église. Ça a été imaginé comme une gare aussi. Bon, voilà. Et Vignon meurt et Huvet termine les travaux. La Madeleine, le temple, d'origine, la commande de Napoléon, classique. Il y a tous les attributs, y compris les marches. Il est sur un socle, en proportion, magnifique. Et le plan commence à donner l'indice d'un truc un peu bizarre, parce que le temple dedans, il y a des efflorescences, c'est assez complexe. Et en fait, c'est une église. Et donc, on arrive à cette chose incroyable, un temple à l'extérieur, une église à l'intérieur. Alors, ce n'est pas une volonté conceptuelle, mais le résultat, il est fascinant. Parce que déjà, il dit que l'architecture, c'est une fiction, c'est-à-dire que par le parcours, on voit le temple de loin, on rentre, et quand on rentre, on est dans un autre monde, donc ça dilate le temps, ça dilate les sensations, mais c'est l'invention du collage aussi, d'une certaine manière. Le collage qui a été, au début du siècle dernier, l'instrument des avant-gardes, cubisme, dadaïsme, surréaliste, c'est-à-dire l'idée de dilater l'espace et de faire un lieu polysémique. C'est complètement incroyable. Pour des archives aujourd'hui, c'est vraiment fascinant. Hittorf. Alors Hittorf, sa carrière, lui faisait partie des gens que je connaissais. Sa carrière, qui s'étend de la Restauration au Second Empire, se caractérise par la maîtrise de la mixité structurelle qui associe pierre et charpente métallique de grande portée. On parlait de la mixité constructive. Il est architecte des fêtes royales et sa pratique de la mise en scène lui a sans doute servi pour transformer la place de la Concorde, les Champs-Élysées et la place de l'Étoile. Il a joué comme urbaniste un rôle majeur dans l'aménagement de l'entrée ouest de Paris, ce qui lui a valu quelques inimitiés avec le baron Haussmann. Il est l'élève de Charles Percier. De 1822 à 1824, il voyage en Italie et il pousse un peu plus loin en Sicile. Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1853 et en 1855, il a la médaille d'or de la Royal Institute of British Academy. Hittorf. La place de la Concorde.
Donc il établit surtout l'axe, il compose, on voit la Madeleine derrière, hein, il compose avec l'axe nord-sud vers la Seine, avec l'obélisque, les deux fontaines. Et puis ce qu'on peut dire la place de la Concorde, c'est la quai de la Verticale, hein, avec l'obélisque et puis les colonnes rostrales. D'ailleurs, il y a cette image qui en dit long sur le moment où ils ont élevé l'obélisque. Les colonnes rostrales, qu'il a dessinées, hein, à l'époque, encore une fois, il dessinait tout en détail. Les Champs-Élysées, bon, bah, c'est à peu près ce qu'on connaît aujourd'hui, sauf que les luminaires de l'époque étaient, eux aussi, travaillaient jusque dans le moindre détail, cette maîtrise de tout. Et puis la place de l'Étoile, là on fait partie des bâtiments qui en imposent à la ville, hein. L'Odéon, il a changé, voilà, une partie de la ville, Saint-Philippe-du-Roule, ça s'adapte à la ville, et là la place est rayonnante, et Hittorf dessine les façades des hôtels pour une homogénéité. Alors là, de nouveau, on parlait de collage, on arrive dans je ne connaissais pas ce bâtiment, un truc incroyable. La mairie du premier et l'église Saint-Germain d'Auxerrois. Trouver l'église, trouver la mairie. Alors de biais, on commence à avoir un indice, la mairie sur le côté, parce que le toit ne continue pas. Et là encore, c'est l'intervention, je vous ai parlé de la tension avec Haussmann. Haussmann, quand il dégage cette place devant la colonnade de Perrault, il veut une symétrie avec l'église Saint-Germain d'Auxerrois, et donc il demande à Hittorf une symétrie. Bon, ils discutent, ils ne s'entendent pas, et puis je pense qu'Hittorf... il y va, il dit, bon, ok, tu veux une église, je te fais une église, quoi. Mais c'est un collage incroyable entre l'entrée, le socle de l'église elle-même et la mairie. Ça me rappelle, là on est vraiment dans la pré-postmodernité, c'est-à-dire que la façade n'a rien à voir avec l'intérieur. Et ça me rappelle les étudiants de Belleville qui avaient fait un plan d'une école d'archi dans un portrait de Marilyn. Mais il y a quand même une rationalité derrière, puisque le plan, je n'ai pas pu trouver de plan de bonne qualité, mais il est rationnel, que la salle des mariages était à l'endroit de la rosace. Donc un mixte vraiment particulier. La gare du Nord, avec sa façade que vous connaissez tous. Alors pourquoi cette frontalité ? Parce qu'une gare qui arrive en ville de façon... une gare en cul-de-sac, je veux dire, elle est frontale, et donc elle doit gérer la frontalité, avec toutes les ordres et les finesses pour créer de la porosité. Mais on parlait de mixité de construction, on voit la charpente en métallique, et puis la pierre autour. Mais ce qui est très étonnant, c'est que la peau de pierre est hyper fine. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on a une technique maîtrisée pour la pierre et ensuite une nouvelle technique pour les charpentes, mais en réalité, les deux progressent en même temps, parce que cette peau très fine, elle était contreventée légèrement, pas facile à faire. L'intérieur, avec la charpente et ses tirants, pour qu'il n'y ait pas de poussée latérale sur les fameux murs de pierre. Alors, Labrouste, Henri Labrouste, c'est une figure centrale de l'architecture du XIXe siècle. Il est précurseur fondamental du rationalisme structurel et de l'intégration du fer dans l'architecture monumentale publique. Il a fait ses bibliothèques avant Hittorf. En 1824, il est Grand Prix de Rome. 1829, son étude de la basilique de Paestum marque une rupture épistémologique. Il démontre que l'architecture antique n'est pas un idéal, mais un organisme vivant adapté à des besoins sociaux, remettant en cause la doctrine du beau idéal défendue par Quatremer de Quincy. Il en résulte un conflit majeur avec l'Académie. En fait, la basilique de Paestum, c'est un temple, elle a 9 colonnes. Donc il y en a une dans l'axe, alors que le Parthénon, il y en a 8. Et donc ça a enclenché un débat où il a été ostracisé. Et du coup, il monte dans cette traversée du désert un atelier libre, pas aux Beaux-Arts, donc qui formera la génération rationaliste. Sa position doctrinale, elle s'appuie sur 2 piliers, l'adéquation de la forme à la fonction, l'honnêteté constructive. En 1867, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts. Donc pour en revenir aux 8 et 9 colonnes,
Vous avez sur la gauche le Parthénon avec 8 colonnes et Paestum à droite avec 9 colonnes. 8 colonnes, ça veut dire que la traversantale est libre, qu'on voit la porte d'accès au temple et que lorsqu'elle est ouverte, on peut apercevoir la divinité à l'intérieur. 9 colonnes, la colonne est au centre, la porte d'accès au temple est masquée et on ne peut plus voir la divinité à l'intérieur. L'accès est latéralisé et donc le modèle du temple était considéré par les Grecs comme adaptable en fonction de critères sociaux ou religieux. Et ça, dire que le modèle idéal d'architecture chez les Grecs n'existait pas, ou en tous les cas était adaptable, c'est une hérésie pour l'école des beaux-arts qui était précisément dans cette recherche. Et lorsque Labrouste dit les architectes grecs pouvaient modifier le modèle et l'adapter aux circonstances, il dit si les Grecs le faisaient, on peut le faire aussi, et il crée l'espace de liberté qui va être exploré par les modernes plus tard. Voilà donc la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est un des bâtiments qui m'avait le plus impressionné quand j'étais étudiant. C'est magnifique parce qu'il démontre que la pensée rationnelle n'exclut pas la transcendance et que dans son rapport entre le sol et le ciel, c'est un bâtiment énigmatique, on sent qu'il se passe quelque chose dedans, il est à la fois massif et délicat, bon, c'est un chef-d'œuvre. Et on comprend à l'intérieur, donc, une bibliothèque, ça doit stocker les livres à l'abri de la lumière et dégager des espaces pour les lire, donc en pleine lumière. Voilà une gravure de l'époque, cette légèreté incroyable. Voilà les deux temps. On stocke les livres en bas de l'image et on les lit en haut. Et puis, voilà. Et là, on se rend compte, peut-être en faisant référence à Régis Debray, que la différence entre le sacré religieux et le sacré laïque, elle n'est pas aussi claire que ça. Parce qu'il y a une dimension sacrée dans cette bibliothèque, mais ce n'est pas du sacré religieux, c'est encore autre chose. Donc, il en fait une autre, plus développée, plus baroque, sur le site Richelieu. Voilà le plan au centre. Donc, juste pour un petit rappel, je ne vous embêterai plus avec ça, mais c'est un racine de 2, l'ensemble du plan. Le plan est carré, divisé en 8 carrés, surmonté par des coupoles avec des cercles comme puits de lumière. Voilà, incroyable de finesse, de justesse, c'est quasiment de la dentelle, mais le mot dentelle, il n'est pas complètement faux parce que Labrousse est inspiré des corsets de l'époque et des structures qui tenaient les tissus, donc en rapport avec le textile. Alors, Antoine Nicolas Bailly, c'est un architecte praticien au service de l'État et de l'Église sous le Second Empire et la Troisième République. Il alterne les grandes commandes parisiennes et les chantiers diocésains. Ces commandes sont en majorité des interventions dans des bâtiments existants. En 1850, il est nommé architecte des diocèses de Bourges, Valence, Digne, avec l'appui de Viollet-le-Duc. Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts. Il devient président fondateur de la Société des artistes français. Alors, avec lui et le tribunal de commerce de Paris, qui n'est pas très loin, et là, on voit comment un architecte d'époque doit se débrouiller avec les injonctions qui pèsent sur lui. Napoléon III voulait absolument que le bâtiment soit d'inspiration brescienne ou de Brescia, comme l'hôtel de ville de Brescia, et Hittorf voulait que la coupole soit dans l'axe du bâtiment de Sébastopol. Donc il a composé avec ça, un bâtiment qui a été jugé disgracieux, parce qu'on voit qu'il est décentré par rapport au problème de la symétrie à l'époque. Il a composé comme il a pu, il a quand même fait un atrium central. Et là, on voit pourquoi la coupole, effectivement, est désaxée. Donc, 2 injonctions contradictoires qui ont fait un bâtiment spécifique. Gabriel Ancelet. Alors, Gabriel Ancelet, il mène une carrière d'architecte officiel au service du Second Empire, chargé notamment des résidences impériales de Pau, Biarritz, Arteaga et Compiègne. Son œuvre est marquée par l'éclectisme caractéristique du XIXe,
elle s'appuie sur une connaissance approfondie des styles architecturaux. Il utilisera et combinera le néoclassicisme, le néogothique, le néo-renaissance français. Rien que ça. Il est Grand Prix de Rome d'architecture. Il devient pensionnaire de la Villa Médicis pendant 4 ans. Il est nommé professeur de dessin ornemental à l'École des Beaux-Arts. Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1892. Alors, je vais juste vous montrer un projet d'Ancelet. C'est le château de Pau, un château historique qui a accueilli pas mal de rois et de reines. Donc ça, c'est l'état médiéval. Mais en réalité, c'est un château, c'est un cadavre esquis, quoi. Je ne sais plus combien, je crois qu'il y a 5 ou 6 architectes qui sont intervenus dessus. Donc il se développe progressivement. Vous voyez, apparaît des tours, des efflorescences, des extensions. L'entrée du château est encelée. On le voit sur le plan, intervient en bas, c'est-à-dire qu'il refait l'entrée. On considère qu'elle ne correspond pas à ce qu'il faut pour ce château. On voit les murs épais au-dessus, le truc en bas. Voilà, il détruit la partie dite qu'on considérait comme historique aujourd'hui pour y faire une entrée néo-renaissance. Alors on voit, c'est toute la partie jusqu'à la première tour au fond, on voit avec quelle finesse ou délicatesse il a enquillé des mansardes, des petits tours, etc. Donc, voilà, pour percer le truc. Mais le soubassement, il a une attention pour ancrer sa tour et lui donner une puissance. Néno. Alors avec Néno, on a une carrière qui démarre avec la Nouvelle Sorbonne et qui finit avec le Palais des Expos, le Palais des Nations à Genève. Donc Néno, il est une des figures centrales de l'architecture française de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres. Sa carrière se déploie entre projets universitaires, hôtels particuliers et édifices commerciaux. Il conçoit pour la reconstruction de la Sorbonne un bâtiment rationnel de style éclectique, mêlant là aussi références néo-renaissance, péristyle à l'antique et cours néoclassique. Sur le tard, il conjuguera fonctionnalisme, construction en béton armé et classicisme traditionnel et influence art déco. Le beau, c'est-à-dire la composition et les tracés, et de l'autre côté, les styles. Il est Grand Prix de Rome d'architecture et réside à Villa Médicis. Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1895, au fauteuil numéro 5, pendant une quarantaine d'années. Et en 1917, il reçoit la médaille d'or du Royal Institute of British Architects. Voilà, ça c'est le projet de Le Mercier, la vieille Sorbonne. Je vous le montre parce qu'il y a un écho, une correspondance avec le projet de Néno. Bon, la vieille Sorbonne est vétuste, il faut la refaire, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas à la hauteur des nouvelles ambitions. Et donc Néno fait un plan hyper rationnel, tramé, moderne dans un certain sens, et il conserve l'église. Voilà. Et il a quelques problèmes à régler parce que le site est en pente et il le fait de façon très habile. On voit la façade sur la rue Saint-Jacques où il alterne les corniches avec des ruptures pour signifier l'encastrement de la Sorbonne dans la pente. Et c'est d'ailleurs, il le dira, il a beaucoup hésité sur le nivellement à l'intérieur pour la mise en scène de l'église. Il voulait au début être plat et puis finalement il l'a gardé. Donc le nivellement il a été important pour la nouvelle Sorbonne. Voilà, ça c'est, il dit lui-même qu'il a essayé de le faire dans le goût Louis XIII. Nouvel espace clarifié. La bibliothèque lumineuse, spacieuse, avec les mêmes thèmes, on lit dans la lumière naturelle. Et au fond, il y a une fresque vraiment intéressante. C'est Le Mercier qui présente les plans à Mazarin et aux cardinaux. Donc j'ai fait un zoom sur Le Mercier, le pauvre. Donc déjà, l'image de l'architecte, c'était quelqu'un qui était... on a l'impression qu'il se dit « Ah, il va encore tout me changer, comment je vais m'en sortir ?» Donc c'était déjà, là aussi, si on parle d'actualité, l'image de l'architecte soucieux et aux ordres de son commanditaire. Donc la salle du doctorat, richement décorée. Donc il y avait toujours cette ambiguïté, cette différence plutôt, entre des façades épurées et puis des intérieurs richement décorés et le grand amphithéâtre. Alors il a fait aussi l'Institut océanographique de Paris. Alors là, on est carrément dans un autre style. On est dans le style néo-toscan monégasque.
C'est lui qui le revendique. Parce que cet institut a été construit pour Albert Ier de Monaco, le prince navigateur que Jacques connaît très bien. Et donc là, je vais faire juste un petit point. Aymeric Zubléna en avait parlé sur les 3 concepts qui guident les architectes à l'époque. Il y a le concept de composition, donc on en a largement parlé avec les tracés régulateurs. Il y a le concept de convenance, c'est-à-dire qu'il faut que le bâtiment dise quelque chose de son commanditaire. Donc là, on comprend cette manipulation des styles. Et puis, il y a le concept de caractère, c'est-à-dire qu'est-ce que le projet porte, qu'est-ce qu'il doit être et quelle est son essence. Par exemple, Aymeric citait la salle des pas perdus pour un palais de justice. Là, la coupe, avec son amphithéâtre, il a dû avoir du mal à rentrer la jauge, il est très vertical. On a décoré. Et puis à côté, l'Institut de géographie, qui est d'un style différent, mais relié par une passerelle. Et puis on en arrive au Palais des Nations. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas vous citer, vous faire l'histoire, simplement vous dire qu'il y a un concours international qui est lancé, auquel participe le Corbusier d'ailleurs, et puis le jury n'arrive pas à départager les concurrents. Le Corbusier crée une polémique, bon, c'est Corbu. Et finalement, il y a 4 projets qui intéressent les commanditaires et ils décident de les faire travailler ensemble, c'est-à-dire ça devient un collectif. Et le projet, il est signé par Henri Neynaud, Camille Lefebvre, son associé français, Carlo Broggi, qui est italien, Julien Flegheimer, qui est suisse, et Joseph Vago, qui est hongrois. Et donc, ils arrivent à travailler ensemble. Oui, il y a une erreur. OK. Oui, tout à fait. C'est bien. Non, mais c'est clair. Oui, c'est la fin de sa carrière. Il est au crépuscule de sa vie. Ouais. C'est même plus. Et non, c'est plus 906, il y a une erreur. Et puisque c'est entre 2 guerres. Et voilà, le plan, il est en S, assez intelligent. Il est ouvert vers la ville d'un côté, puis sur le lac de l'autre. Voilà, c'est une architecture néoclassique teintée d'art déco, solennelle, qui veut dire le côté apaisé des nations qui recherchent donc la paix, comme je l'ai dit. Composition monumentale, importante évidemment, pesante. L'autorité, les salles, on voit plus le style art déco renaître dans les grands couloirs, salle de présentation, et puis la salle de réunion principale. Alors, maintenant on passe à Hume den Stock. Donc lui, il incarne la synthèse entre la haute tradition académique des beaux-arts et la rigueur de l'école polytechnique, où il enseigne pendant 20 ans. Il fut le promoteur engagé du régionalisme et cherchant à adapter le vocabulaire classique aux identités locales, et en particulier dans ses projets ferroviaires. Donc il a été vilipendé, on peut voir d'ailleurs, oui voilà, il a été vilipendé par les architectes des SIAM, Congrès internationaux d'architecture moderne, et il maintiendra sa pensée contre vents et marées, autant que c'était une des premières pierres sur la pensée régionale qui se développera plus tard avec le régionalisme critique sous des formes plus élaborées que Kenneth Frampton a théorisé. En 1896, il est second Grand Prix de Rome et en 1935, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts. Donc ça, c'est la gare de Senlis, la gare de Saint-Leu-la-Forêt. Donc l'idée, c'est que, bon, c'est des gens qui avaient des projets beaucoup à Paris, et c'est qu'en province, on s'adapte au style local, Saint-Quentin. Voilà. Donc, là encore, la composition et le style. C'est des archis qui sont vraiment centrés sur le fonctionnement, ça c'est clair, la composition, l'ordre et les styles, ils peuvent s'adapter. C'est un style néoclassique pour le lycée Pasteur au-dessus, et le lycée Claude Bernard, lui, est intéressant. Il commence à basculer dans le style ou la vision rationaliste. Il est près du Parc des Princes. Donc c'est un îlot, et il va travailler la notion de la masse. Masse et symétrie, c'est des points qui intéressent beaucoup les académiciens. Donc il biseaute les angles.
Et puis, vous voyez là, en bas à droite, la cour intérieure, les côtés avec les angles biseautés. Et en fait, les façades ne laissent rien transparaître de ce qu'il y a derrière. C'est à peu près la même fenêtre partout. Donc l'idée d'une homogénéité complète, alors que les coursives sont à l'extérieur de Desserte. Le hall d'accueil circulaire avec des allégories de l'enseignement, toujours ce rapport aux artistes. Il a aussi refait le pont du Carrousel, où était Conseil là-dessus, avec la technique béton. C'était un des premiers ponts béton à Paris d'Hennebic. Voilà l'ancien de Paul Landau et le sien. Paul Tournon. Alors, il est un représentant d'un traditionnalisme architectural renouvelé par l'emploi du béton armé avant de basculer dans la gange de la modernité. Il a construit une douzaine d'églises, et mené une carrière institutionnelle en tant qu'architecte des bâtiments civils et des palais nationaux. En 1911, il est second Grand Prix de Rome et en 1942, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts. Alors, il a fait l'église du Saint-Esprit à Paris, une église étonnante, insérée dans des habitations préexistantes. Vous voyez que l'entrée est détachée du corps principal de l'église. Il en profite pour faire le clocher et la faire apparaître sur le boulevard, pour ensuite, en épousant le dénivelé, monter dans le cœur de l'église, qui est d'inspiration byzantine, avec des coupoles en béton. Étonnant d'utiliser le matériau pour faire ça. Puis à l'arrière, elle est plutôt inscrite dans la ville, sans apparat particulier. Il a fait aussi le sanatorium de Baudifier, donc là beaucoup plus rationnel, grand balcon pour prendre l'air, ensoleillement, grandes horizontales. Et puis à l'arrière, on voit que là, il est dans une sorte d'efficacité. Il y a le petit porte-à-faux pour essayer de faire entrer la lumière quand même, c'est-à-dire qu'il prolonge les gradins sur la partie arrière et la cour intérieure. Donc lumière, espace. Et puis la maison de la radio, là on pourrait être, par rapport aux énoncés que je vous sais avant, dans l'idée du caractère. Il y a des bureaux, des locaux techniques et un auditorium. On voit l'auditorium là qui tend vers la ville, un peu à la façon d'Alto. Il y a une fresque de l'URSA et puis cette peau de verre très fine, contreventée en triangle pour qu'elle puisse tenir et qui est simplement agrafée avec la fresque de l'URSA qui a été réparée. Urbain Cassan. Alors, c'est un architecte polytechnicien. Son œuvre reflète les transformations de l'architecture française au XXe siècle. Donc, ça démarre de la reconstruction des gares du nord de la France, un peu avec Hubnestock dans le même style, avec la Première Guerre mondiale, pour finir avec les grands ensembles universitaires et les hôpitaux des Trente Glorieuses. Le travail de Cassan se situe à la croisée du fonctionnalisme et du régionalisme. Il a exercé des responsabilités administratives majeures au ministère de la Reconstruction de l'Urbanisme. En 1941, alors ça c'est intéressant, il est à l'origine du chantier intellectuel 1425, une enquête sur l'architecture rurale en France. C'est d'actualité là aussi. Cette initiative témoigne de son intérêt pour le patrimoine vernaculaire, rare chez un architecte moderniste. 1944, il est nommé au ministère de la Reconstruction de l'Urbanisme. 1953, il est nommé architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux. Et 1956, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts. Donc une gare qu'il a faite sur l'idée du train. Là, il verse dans la métonymie. Une gare des wagons. Et puis, c'est surtout, son œuvre est surtout intéressante quand il va travailler avec Plouet et Walter sur les hôpitaux. C'est-à-dire que l'hôpital de type pavillonnaire français, il ne suffit plus. Et donc, on est passé au concept américain d'hôpital vertical, hyper rationnel, plan en peigne. Et donc, dans l'équipe, il y a un entrepreneur. Donc, c'est peut-être les prémices des conception-construction. Ils font équipe avec un entrepreneur directement parce qu'ils ont des coûts et des délais à tenir super serrés. Plan, rien à dire, parfait, rationnel. Mais c'est quand même, il est quand même élevé dans l'Académie des Beaux-Arts, donc il ne peut pas s'empêcher de composer. Donc son fonctionnalisme, il est monumental.
une grande horizontale avec des petits pavillons en bas, une verticale qui magnifie l'entrée, et puis une symétrie. Voilà là le procédé de conception en préfabrication particulière. Les salles lumineuses. Là, on voit une idée en bas à droite, c'est la salle de radiologie. Vous voyez la technologie à l'époque. Enfin, des espaces rationnels et clairs. Et puis, le projet, très présent quand même. Et habillé de briques rouges, là, on n'est pas dans la vérité constructive de la Brouste, mais plutôt dans l'adaptation du projet à son contexte. Et là, on va passer dans un autre projet, alors là, incroyable. Enfin, en tous les cas, je l'avais vu, mais il m'a beaucoup surpris en l'étudiant. C'est une faculté de médecine avec un hôpital à Lille, c'est la cité hospitalière de Lille. Donc vous voyez le même dispositif très simple d'EPI, enfin très simple, oui, qui était exposé simplement à Beaujon. Là, il prend une autre forme parce que l'hôpital est beaucoup plus important, donc ça se ramifie, ça devient presque organique. Devant, vous avez un premier hôpital, l'hôpital Calmette, et derrière, il y a cet objet incroyable. Je ne sais pas d'où il vient. Et tout est rationnel, hein, y compris les terrasses qui permettent de prendre l'air et le soleil. Donc en allant au bout de la fonctionnalité, on arrive à un projet complètement incroyable qui est à la fois archaïque et futuriste, en tous les cas inédit. Et le rapport qu'on fait entre fonctionnalisme et style international, ben là, il est battu en brèche. La bibliothèque centrale, et puis de la faculté, l'église sur le côté. Et puis voilà, je n'ai pas résisté à l'idée de vous montrer des cartes postales de l'époque. Un objet vraiment incroyable. Qui peut, d'une certaine manière, alors je ne sais pas si Balladur avait vu ce projet-là, mais il peut y avoir des correspondances, en tous les cas, avec la Grande Motte. Recouvert de briques, là aussi. En fait, c'est hallucinant, hein, c'est un projet incroyable. Remondé. Alors, Remondé. Il appartient à la génération des architectes français diplômés à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il a été pour partie formé aux États-Unis. Il succède à Auguste Perret à la tête de son atelier à l'École des Beaux-Arts et accueille dans son agence des architectes comme Franck Gehry ou Jacques Rougerie. Tu nous en diras un peu plus. Il a été actif dans les domaines de l'enseignement, de la santé, de l'administration et du logement de masse. Il est Grand Prix de Rome d'architecture en 1936. En 1948, il est nommé architecte des bâtiments civils et palais nationaux. En 1956, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, il a fait le lycée climatique, René Billière, donc sur les idées d'aération, de retour à la nature. On voit son plan là sur cette image qui est tendu, qui est organisé par rapport au soleil et tendu vers les vues lointaines de la vallée et des collines. C'est une architecture rationnelle et très intéressante avec une grille décalée de la façade qui permet des remplissages. C'est le même dispositif qui peut être rempli de manière différente. Là encore, il y a une actualité à ce type d'architecture. Régionaliste sur les pignons avec la pierre. Il a travaillé avec Charlotte Perriand à gauche sur les armoires et Hélène Knoll, l'architecte, la designer américaine pour les tables et les chaises. Là, il a fait des habitations à Passy, Kennedy. Donc là, on voit encore un rapport organique entre la maison de la radio et sa forme courbe. Enfin, ce creux permet aussi de donner le maximum de vue sur la scène. Avec une petite subtilité, c'est un immeuble mixte, bureau-logement. Les bureaux, la façade vitrée est au nu, alors que les logements se distinguent par un creux, par une loggia. Et puis il a fait l'ambassade de France à Washington, autour d'un patio, une sorte de dispositif proliférant par strates pour s'adapter à la pente, hyper simple et efficace. Donc une sorte de vision géologique du site avec la place centrale. On en arrive à Jean Balladur, donc on se rapproche de notre époque. Alors lui, c'est une figure singulière dans l'histoire de l'architecture française de la seconde moitié du XXe siècle. Il est philosophe de formation autant qu'architecte, et il construira son œuvre à partir d'une recherche constante sur l'échelle humaine, le rapport entre l'architecture et le paysage, et les possibilités d'expression plastique du béton.
Il revendique une pensée libre et non dogmatique, héritée de l'existentialisme sartien, il a été son élève, selon laquelle l'existence préexiste au sens. Cette philosophie nourrit sa conception de la ville et du bâti. En 1953, il obtient son diplôme d'architecte. De 1957 à 1977, il est titulaire de la chaire d'architecture à l'École nationale des ponts et chaussées. Et en 1999, il est élu à l'Académie des beaux-arts. Alors son premier projet, l'un de ses premiers logements, il fait référence directement à Corbu, c'est les Rigondes, un très beau bâtiment, très élégant, qui est fait d'un empilement de duplex avec un rez-de-chaussée sur pilotis. Et puis, donc, inspiration Corbu, ses maîtres c'était Mies, Corbu et puis Niemeyer. Il fait le voyage à Brasilia et il en est sérieusement ému. Donc il fait cet immeuble de logement dans le 13e. Avant d'avoir cette commande incroyable, parce que là pour l'instant on a vu deux types de bâtiments, hein, ceux qui s'imposaient à la ville et ceux qui dialoguaient avec la ville. Là il fait une ville. Sur une commande c'était l'aménagement du Languedoc-Roussillon, hein, des plages de toute la côte, point de vue touristique. C'est une commande qui vient du plus haut sommet d'État, vous voyez le général de Gaulle, et Racine qui est à la manœuvre pour que ça puisse se réaliser. Donc il va travailler une trentaine d'années avec 80 personnes, hein, c'est l'œuvre d'une vie, c'est un engagement total. Alors vous avez le plan, là, on a l'image habituelle de la Grande Motte comme étant une ville bétonnée. En réalité, c'est une ville à 70% qui est une ville verte. Dans toutes ses extensions. Il y a effectivement une grande densité autour du port, mais sinon c'est une ville verte. C'est important de le percevoir, elle est entre la mer et l'étang qui est derrière. Le plan est incliné pour se protéger des vents, donc il y a tout un rapport à l'environnement. Elle a été construite sur des marécages, surélevés de 2 mètres. Et là, vous voyez voilà, la partie des pyramides, on les appelait comme ça, et puis à l'arrière, la partie verte. Il tenait beaucoup, il a fait beaucoup de croquis pour la silhouette, parce que c'était un port, donc la silhouette vue depuis la mer. Et on sent déjà que dans sa ville, il cherche plusieurs types d'architecture, celles qui enveloppent, qui sont distribuées pour prendre les vues, les lumières, et puis celles qui sont rectilignes. Là, c'est un dessin sur le port. De nouveau, une architecture enveloppante, les appartements, c'est une vraie ville. Il y a une église, un centre de congrès, des lieux à toutes les échelles, et ils ont tout dessiné de façon précise, des lieux avec des pergolas pour s'abriter du soleil, des petites villas en lotissement organisées à l'arrière. On voit le plan là maintenant avec les ramifications, on voit la partie dense, et puis tout ce qui se développe à l'arrière. Alors, il a travaillé avec Pierre Pilet comme paysagiste. Ils ont planté des dizaines de milliers d'arbres qui ont poussé maintenant. Mais les tours, les bâtiments qui étaient devant protégeaient la végétation à l'arrière. Donc, y compris le plan de masse a été construit pour ça. Donc, des espaces publics, la plage, qui est un espace public majeur, et puis des espaces publics dessinés par les artistes. Là, vous avez la mairie et l'église au cœur du bâtiment. Donc, je vous en parlais, des échelles et des possibilités d'appropriation très différentes. Une plasticité incroyable, parce qu'il a découvert, évidemment, tout ce que le béton moulé pouvait offrir, grâce à Niemeyer, entre autres. Et puis, on parlait des artistes. Ça, j'ai découvert ça aussi, c'est que le point zéro, c'est-à-dire au moment où il démarre la Grande Motte, il démarre avec une installation et avec ce site où il y a des sculptures. C'est-à-dire qu'il dit que l'art doit démarrer en même temps que l'architecture. L'art fouille le cœur. Et tous ces espaces publics, ils vont être dessinés et, en fonction des artistes, voire pour certains avec les artistes. Claude Parent. J'ai fait son discours d'installation, vous le connaissez tous mieux que de Wally. Voilà. Alors, Claude Parent, il a toujours dans mon regard un peu focalisé, hein, artiste, il a commencé à travailler, ou en tous les cas, il a travaillé avec Yves Klein, ça ne doit pas laisser intact, sur les architectures immatérielles. Ils ont imaginé
des villes qui seraient construites à partir de l'air, la terre, le feu, l'eau, des matières premières, des villes immatérielles. Enfin, une utopie qui pourrait mettre en perspective un peu la manière environnementale dont on voit les villes aujourd'hui, une puissance de créateur décuplée par celle de Klein, au point qu'il lui a dédié un mémorial qui est toujours à quête d'un site, si vous avez une idée, et d'un budget pour être construit. Et Claude Parent, c'est l'inventeur du plan incliné, des plans inclinés, de l'architecture comme ça, avec un sol qui bouge. Alors la légende veut, je ne sais pas si elle est vraie, mais qu'il ait trouvé cette idée, il aimait conduire vite, il a fait une sortie de route, il s'est retrouvé sur un talus, et l'idée lui serait venue comme ça sur ce talus quand il attendait les secours. En tous les cas, c'est une autre manière évidemment de rapport de corps à l'espace et de pratiquer l'espace. S'il a fait le pavillon français de la Biennale de Venise, qui a eu un grand retentissement, et puis il a construit avec Virilio l'église Sainte-Bernadette de Banlay en béton, en écho avec les bunkers qu'ils avaient étudiés, une église monolithique en béton, avec une fente de lumière au milieu, l'autel et les fidèles qui se voient, donc cette idée très forte de communauté unie par la lumière. Il a fait des centres commerciaux en plan incliné avec les espaces centraux, donc il s'est occupé d'une commande qui était délaissée. Peut-être qu'on pourrait s'en référer à lui pour le réaménagement de ces entrées de ville. L'immeuble de la maison de l'Iran qui est suspendu parce que le sol était très mauvais, donc peu de points d'appui possible, donc ils ont décidé avec l'architecte iranien d'avoir des ancrages et de suspendre les trucs. Et puis ces villas avec ce rapport qu'il entretient toujours entre le sol, le ciel et la lumière. Il a participé aux centrales nucléaires, il était architecte conseil pour les centrales nucléaires, qui étaient à l'époque le vecteur de la modernité. Et puis il a fait ses dessins incroyables. Je commence par celui-là, Colère, et sur le dessin de droite, il faut détruire les temples. Voilà, donc là encore un rapport au patrimoine qui finalement n'était pas si éloigné des premiers archis qui rasaient tous les endroits où ils se mettaient. Voilà cette continuité. Il voyait la ville comme les laves du Vésuve, c'est-à-dire quelque chose de continu dans lequel il fallait tailler son habitation à la hache et retrouver des dessins extraordinaires. Ça, c'est un dessin de l'architecture de la migration. Il imaginait les sociétés en migration permanente. Et voilà, là c'est pareil, encore un autre dessin. Bon ben, on termine les 15 sièges comme on a commencé, c'est-à-dire avec un architecte talentueux, utopique et iconoclaste. Bien, bon écoutez, comme je suis au fauteuil numéro 5 maintenant, je vais passer et je vais m'asseoir. C'est pas fini. Non. Si j'arrive à le rentrer, ouais. Je vais m'asseoir pour parler de Marc Barani. Alors, je suis censé bien le connaître, mais rien n'est moins sûr. Donc, j'ai commencé par faire mes études d'archi à la Villarson, à l'école d'architecture de... Vous voyez, je suis troublé quand je parle de moi, c'est toujours compliqué. À l'école d'architecture de Marseille. Donc, pour passer mon diplôme, j'ai décidé de partir une année au Népal. Donc, j'ai travaillé et je me suis formé à l'anthropologie pendant 3 ans avec le CNRS. Et je n'ai pas fait le voyage à Rome, j'ai fait le voyage au Népal. J'ai ensuite commencé des études de scénographie à la Villarson. J'ai passé 4 ans pour obtenir mon diplôme de scénographe à la Villarson, en parallèle de mon premier projet qui était l'extension du cimetière de Roquebrune-Camartin, que vous voyez là, et qui était un projet important puisque ma tombe familiale est dans le cimetière existant et que la tombe Le Corbusier y est aussi. Donc j'avais un peu de pression. J'ai eu 7 ans pour le faire, donc ça allait. Deuxième projet, avant de vous proposer de faire une sorte de filiation du fauteuil à partir de thèmes comme les ponts, les
les bibliothèques, etc. Donc ça, c'est le fronton, on en a parlé maintes fois. On fait le concours pour le tribunal de grande instance d'Aix, et le ministère nous demande de redéfinir une symbolique contemporaine pour la justice. Bon. Il nous donne un dossier très étayé, passionnant d'ailleurs, et qui dit que finalement l'image la plus partagée par tout le monde de la justice, c'est ça, c'est le temple. Mais le temple, il dit quoi? Au-delà du style, il dit la poussée, il dit quelque chose de tectonique, il dit la poussée des colonnes et de l'entablement sur le message qui est sur le fronton, message culturel. On reprend la même chose avec des blocs, les salles d'audience qui poussent au-dessus la partie où la justice se prépare, qui elle est transparente. Les salles d'audience sont opaques, protégées pour qu'il y ait cette sérénité pour donner la justice. Voilà. La salle des pas perdus qui est ouverte sur le paysage. Et les salles d'audience, elles aussi, ouvertes à la ville. Alors, je vous ai dit, on va y aller par thème. Bon, évidemment, loin de moi l'idée, parce que j'ai pris un risque, j'ai beaucoup hésité, puis je me suis dit c'est pas mal, et il y a des choses qui ressortent. L'idée, c'est pas de comparer la qualité des projets, évidemment, mais de voir les filiations qu'il peut y avoir, sachant que l'architecture, elle est pétrie par les forces économiques, techniques, sociales et politiques. Donc, pont et passerelle. C'est Henri Nénaud qui fait un projet de monument. C'est un de ses premiers projets. Donc là, on est dans la transformation. Il transforme le pont de la Concorde en lui ajoutant un monument à Gambetta. Labrouste, lui, fait un pont qui peut appeler un pont suspendu, mais en réalité, c'est un monument. On ne sait pas exactement où c'est entre la France et l'Italie. Donc le franchissement. Umdenstock, on en a parlé, c'est à Paris, c'est un pont en béton. Balladur, lui, il a fait une passerelle suspendue à la Grande Motte. Une passerelle aussi qui n'a pas une grande difficulté de portée, mais qui devient un objet sculptural. Et nous, on a commencé un compagnonnage avec Jean-Bernard Datry, qui est un ingénieur incroyable de CETEC, pour faire des ponts. Ça a commencé par le pont Renault, donc une lame tendue vers l'île, et avec un dispositif qui fait que les voitures et les gens se baladent sur les garde-corps. Le pont Tabarly à Nantes, le mât a été calculé et positionné pour qu'il soit à la hauteur en correspondance avec les immeubles à côté. Le pont sur le Rhin, un ricochet, et une passerelle qu'on vient de perdre, douloureux, une passerelle ruban dans le sud, qui est tendue et qui, voilà, on marche sur un fil. Donc les gares du Nord, celle du Umdenstock, Senlis, la gare de Lens, la gare de Noyon, la gare Saint-Amand-les-Eaux, et puis là c'est une extension qu'on a perdu aussi de la gare de Nantes. On a conçu le bâtiment comme un pont qu'on pousse, ce qui permettait de gagner beaucoup de temps sur les travaux, et puis c'est un belvédère tout simple, avec vue sur la ville. La gare des tramways de Nice, alors c'est un peu particulier, on devait faire au début un centre de maintenance, il ne rentrait pas sur le site initial, donc on a trouvé un autre site et on s'est installé au milieu d'un nœud autoroutier. Vous voyez le projet, difficile de le cerner, et en s'installant au milieu du centre autoroutier, on a repoussé la gare terminus au pied des immeubles, c'est-à-dire qu'on a par ce projet, en allant de l'autre côté de cette barrière qui était quasi infranchissable à l'époque, créer un lien avec 3000 habitants. Voilà, ça c'était la place d'une bretelle d'autoroute, la gare est dessous. Au-dessus, on accède au parking relais pour arriver ensuite à des jardins plantés pour les résidences. Et cette idée, alors ce projet était incroyable parce que c'est un projet d'infrastructure technique, c'est un projet d'architecture, c'est un projet de paysage. Mais c'est un projet urbain, c'est-à-dire qui vise à améliorer la vie des gens par la connexion nouvelle qui a été faite. Bibliothèque.
Alors c'est une toute petite bibliothèque de Nénaud, mais qui est très belle parce qu'elle est en proue du bâtiment, donc elle tient le bâtiment. Il y a celle de toujours Nénaud, à la Sorbonne, on la connaît, qui se dilate. Il y a évidemment celle de la Brouste, magnifique. Celle au pluriel, celle d'Urbain Cassan. Et puis, c'est un concours qu'on a perdu à Condorcet, où, je vous l'ai dit, le caractère d'une bibliothèque, c'est l'espace, la lumière, la structure. Donc c'était des espaces ouverts, dégagés, et il n'y a rien de plus que la structure, parce que tous les fluides, c'est-à-dire l'air conditionné, le chauffage, tout ça, passait dans les poteaux et dans les poutres. Et puis, il y a une médiathèque qu'on fait à Beau-Soleil, avec derrière un centre d'action sociale. Donc c'est un projet social dans une commune à côté de Monaco qui a la cartographie du 9-3. Et donc le maire veut que pour aller au centre d'action sociale, on traverse la médiathèque. Donc voilà, c'est un projet ouvert sur la ville. En soutènement, ça a été creusé de la colline. Là, l'idée, c'était de lire un livre dans la ville et sous le ciel. Les demeures. UV, bâtiment très compact, intime. Hubdenstock, une villa de même nature. La Brouste, la villa Touré à Neuilly. Là, on voit sur la droite le début de quelque chose. C'est-à-dire que le bâtiment est compact, mais il y a une efflorescence d'une serre qui tend vers la nature. Balladur, avec son influence mycienne, là, ça y est, ça se développe, ça s'ouvre par an. Ouverture au ciel, à la vue, la fonction inclinée, et puis sa villa Antibes, comme ça, des blocs poreux à l'air qui s'empilent dans la pente. Et il n'y a plus qu'une peau de verre entre l'intérieur et l'extérieur. Et nous, on a fait une villa pas loin, d'ailleurs, à Cannes, qui est un pont et un belvédère. Donc ça, c'est le pont qui abrite les chambres. Le belvédère, c'est ce qu'on voit quand on y accède, avec un espace disponible dessous. Et sous cet espace, il y a un salon qui doit être familial ou pouvoir accueillir des réceptions estivales. Et là, on voit que même la peau de verre disparaît. Vous avez à gauche les vitrages à effacement dans le sol, et l'espace change complètement. Pour avoir une vue dégagée sur la mer, l'horizon est au milieu de l'espace, là, 3,20 m, 1,60 m. Les amphithéâtres, et je terminerai avec ça. Peut-être une petite présentation de celui-là. Donc, Nénaud, l'Institut océanographique, toujours Nénaud, palais des congrès, et voilà. Donc, palais des Nations de Genève. L'École nationale de la photographie, où on a un amphithéâtre qui est ouvert sur la ville et le paysage. L'idée, c'est qu'on a des rideaux, évidemment, on puisse avoir une conférence, et depuis la rue, on la voit. L'idée de ce bâtiment étant une lame transparente sur la partie supérieure pour la partie extravertie de l'école, en communication la ville. Et puis en bas à droite, vous voyez le bloc de l'enseignement, où les étudiants sont, de notre point de vue, en tous les cas, ils devaient être dans une intimité, à l'abri du monde. Et puis l'accompagnement de l'ancrage béton, la toiture qui se soulève, et puis le mouvement de guéri vers le ciel vibrant avec sa tour. Ça, c'est l'Institut méditerranéen des risques et développement durable. Là, l'idée, c'était un enseignement où il y a des étudiants, des chercheurs et des entreprises. Il fallait que tout le monde se croise. Donc, on a mis l'amphithéâtre dans le hall, directement. Voilà, on le voit avec le patio central. Et c'est un bâtiment qui est protégé du soleil et qui diffuse la lumière par une peau de verre. Alors, l'Institut, on va terminer avec ça, si vous n'êtes pas trop... voilà. L'Institut de France. Alors, l'Institut, il est fait par le sous-sol et par l'histoire. On ne s'en rend pas compte immédiatement. Bon, nous, en faisant le concours, on a pu s'en rendre compte. Mais donc, il est sur les limites du mur de Philippe Auguste, sur les anciens fossés. Et ça donne ce plan que vous avez à droite, incroyable, un déhanchement. C'est le Collège des Quatre Nations, à ce moment-là, fait par le Vau, qui fait que, quand on est sur la
passerelle des Arts, la coupole est centrale et le bâtiment nous accueille avec ses bras. Et alors que cette coupole est dans l'axe aussi de la rue Mazarine à l'arrière. Donc il arrive à le faire avec ce déhanchement. On en a, je ne sais pas pour où vous êtes arrivé, mais si vous arrivez par l'entrée centrale, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Hein, c'est une organisation particulière, mais hyper savante. Et nous, on doit intervenir, comme le secrétaire perpétuel nous l'a dit, dans la partie qui est surlignée en rouge, c'est-à-dire le lien entre la Monnaie et l'Institut de France, qui est un lieu industriel. À cette époque-là, je crois que l'Institut de France a mis 200 ans pour récupérer la parcelle, quelque chose comme ça. On est dans le temps long, hein, l'immortalité. Et voilà, le site au début. Donc il y a la cour numéro 2, la cour numéro 3 au fond qui est fermée. Et puis on a... Donc c'est une installation industrielle, hein, en béton avec une halle intéressante, 19e. Donc on décide de garder la halle, d'ouvrir le mur et puis d'installer, ça rentrait au chausse-pied, l'auditorium à l'arrière. Voilà, on connecte l'aile le bas et l'aile le haut. On ouvre la deuxième arche. Voilà, avant-après. Là, c'est la même fonction que la passerelle, hein, un garde-corps qui est tenu en fonction chaînette, ouvert sur la cour, avec en prolongement cette peau vitrée qui devient matériel minéral quasiment quand on la voit de côté. La coupe qui montre les diverses entités, parce qu'il y avait un côté didactique dans le bâtiment, les diverses entités qui composent le projet. L'axe ouvert qui fait des percées jusqu'à la scène, et puis la lumière qui sépare à la fois les entités qu'on a construites et qui les unit. C'est en lumière du jour, hein, vous êtes venu la nuit. Donc il y a une correspondance aussi entre l'auditorium que vous voyez ici, qui est fait en pierre et en bois. La coupole est en pierre, de façon monomatière, et la salle des séances où les académiciens travaillent est en bois. Donc on a essayé de faire un mix avec les deux. L'amphi, il a été dessiné de façon particulière. Ça devait être un lieu de travail pour les académiciens, un lieu de représentation comme il est aujourd'hui. Et donc on a repris la courbe exacte de la coupole. Ça vous permet de vous voir et d'avoir une convivialité plus grande. Et puis les rangs se redressent sur la fin. Et puis, voilà, ça c'est l'auditorium en pleine lumière, en lumière naturelle. Et on va terminer avec cette image. Alors, ça avait du sens d'utiliser des tracés régulateurs ici, puisque tout a été fait en tracé régulateur ou tracé harmonique. Et donc, on a composé cette façade de la scène avec des tracés harmoniques. Donc, je vous donne un indice, si vous avez envie de le retrouver. Il y a le nombre d'or, il y a racine de 2 et il y a racine de 5. Voilà. Tu vois, tranquille. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, enfin, je vais citer pour finir, Eduardo Soto de Moura qui disait « L'architecture est le même livre que les architectes ne cessent de réécrire ». J'étais vraiment heureux de partager toutes mes découvertes avec vous. Merci pour votre attention. Tu veux le micro? Il a travaillé comme un fou. Alors, je ne vais pas me faire gronder par notre organisatrice, mais disons simplement 5 minutes de questions, parce que je sais qu'il y en a qui seront quand même frustrés de ne pas pouvoir interpeller notre ami. Donc, si quelqu'un veut poser la question, il y en a 10 000, mais du coup, c'est la première qui est compliquée. Ah, vas-y, mon cher Aymeric, tu dois avoir un micro sur le long. On va t'en donner un tout de suite. Oui, je peux me mettre là. Oula. Bien, d'abord, merci. Juste, tu m'as parlé des tracés harmoniques. Effectivement, on nous avait donné quelques formations quand moi je faisais mes études, c'est-à-dire dans les années, fin des années 50.
puisque tu t'y intéresses, je te renverrai à un livre de Mathilda Guica qui s'est intéressé aux tracés harmoniques dans le cadre des perspectives, parce que les tracés harmoniques sont toujours présentés sur des façades frontales. Oui, oui, je le connais, je l'ai vu. Oui. Voilà. Intéressant. Intéressant. Je ne sais pas qui peut avoir lu ce document, moi, sauf toi. Ouais. Non, je voudrais simplement faire une remarque. Enfin, j'improvise un peu. Hein. Ce qui me frappe dans l'architecture classique, c'est la rigueur, l'ordonnancement, le caractère. Mais au fond, les problèmes structurels de construction, c'est la construction en pierre, ils n'apparaissent pas, ils ne transparaissent pas. Ce n'est pas le problème, au fond, pour eux. Et puis, je saute très, très vite. J'arrive dans les années 50, 60. Alors là, les problèmes à la fois de rationalité, de fonctionnalité et de logique structurelle deviennent très, très prégnants. Et au fond, ils pèsent très lourdement sur l'architecture. Et dans une certaine mesure, ils l'appauvrissent. Et puis toi, ce qu'on voit, c'est que tu es cet énorme porte-à-faux que tu lances là, pour ta maison. C'est une technique extraordinaire. Ça veut dire une compétence technique de la part des ingénieurs qui t'ont aidé, de toi. Ouais, oui. Mais elle ne pèse pas. La technique est au service d'un concept plastique. C'est-à-dire que si je jette un pont entre le XVIIIe siècle et ce que tu nous présentes, au fond, le caractère est présent, la structure, elle existe parce qu'elle est nécessaire, mais elle ne dicte pas l'architecture. Écoute, c'est vrai qu'il y a en tous les cas, dans tout ce qu'on a montré, là je m'en suis rendu compte en faisant l'analyse, hein, c'est qu'il y a dans ma génération, en tous les cas, une quête de la légèreté. Il y a quelque chose qui est de cet ordre, c'est-à-dire le vide, comment on le tient. Après, il y a d'autres sujets qu'on n'a pas pu aborder parce que c'était trop long, mais il y a le logement qui est un sujet central. Hein. Mais oui, écoute, oui, je pense que c'est vrai en partie. Moi, je voudrais revenir sur les... alors, sur la villa, si on revient sur la villa, pourquoi le porte-à-faux, il paraît important? Parce que la toiture est fine. Et si la toiture est fine, c'est parce qu'elle est souple. Et donc, dès qu'on veut calculer quelque chose en rigidité, on est obligé de consommer une matière de malade. Elle peut bouger de 15 cm avec le vent, la toiture. Donc ça posait d'autres problèmes qu'on a réglés assez simplement. Donc aujourd'hui, l'écologie, elle passe par l'économie de matière et par un renouveau de l'ingénierie. On a absolument besoin de retravailler or les réglementations ne sont pas organisées pour ça. Il faut qu'on retravaille les bâtiments en souplesse. Ils torfent avec la gare du Nord. Je suis sûr que la charpente, elle se dépasse plus que ce que les Eurocodes peuvent nous donner aujourd'hui. Hein. Donc il y a ce besoin ou cette envie d'utiliser le moins de matière possible, quitte à donner l'impression de masse. Hein. C'est encore autre chose. Mais c'est vrai que le rapport masse-légèreté, c'est quelque chose en tous les cas qui personnellement m'intéresse. Peut-être parce que je suis né à Roquebrune-Cap-Martin et qu'il y a ce rapport tendu entre la mer, l'horizon, l'immatérialité, et puis la roche, comme ça, qui tombe à pic dessus. Ça vient peut-être de cette imprégnation du paysage, je ne sais pas, mais c'est possible. Après, sur les tracés régulateurs, je voulais dire autre chose aussi. Peut-être, je parle, un Grand Prix de Rome. Oui. Est-ce que tu ne penses pas, moi c'est une hypothèse, alors oui, je n'ai pas cherché le vrai dans ce que je vous ai raconté, parce que le vrai c'est les historiens, j'ai cherché le vraisemblable, j'ai cherché à avoir des hypothèses. Mais le fait que tous les Grands Prix de Rome allaient faire un séjour à Rome ou en Sicile, ils faisaient des dessins magnifiques, mais ils faisaient des relevés, beaucoup de relevés. Et quand on sait que la tradition des tracés régulateurs est une tradition orale et qu'il a dû y avoir des pertes en ligne au moment de la poussée de la pensée rationnelle au siècle des Lumières, est-ce qu'il n'allait pas mesurer tout dans les détails? Parce que c'est d'un raffinement infini. Hein, la feuille d'acanthe, elle est sur la fibre de Fibonacci. Est-ce qu'il n'allait pas retrouver des connaissances qui avaient été perdues dans la tradition orale? La première chose à rappeler, je parle du simplement 18e, 19e, hein, début 19e. C'est lorsque Vitruve a recommencé à relever
des bâtiments, c'est la notion du module. Toutes les colonnes, les architraves, les frontons sont définis sur la base d'un module qui est simplement la dimension de, je ne sais pas quoi, le diamètre à la base. Voilà, ce n'est pas encore un tracé régulateur, enfin, un tracé harmonique à l'époque, ouais, harmonique, mais c'est la notion que les mathématiques doivent être l'expression de ce qu'est l'architecture. Oui, c'est clair. Oui, c'est le rapport entre les lois de la nature que les mathématiques essayent de percer et la géométrie. D'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les tracés harmoniques, c'est un carré, un cercle, donc avec une ficelle et une corde, on dessine toutes les correspondances les plus complexes. Alors que les mathématiciens, avec le nombre irrationnel, c'est-à-dire les diagonales, eux, ils ont mis un peu plus de temps à essayer de les pointer et d'en comprendre la logique. Vous comprenez que si on les laisse faire ces deux-là, on est encore à minuit. Vraiment un grand merci. Merci Aymeric. Un grand bravo pour tout ce travail. Merci.